Bonjour à tous. Dans cette première vidéo de la série Tectonique de Première S, nous allons comprendre comment Wegener a émis sa théorie de la dérive des continents. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, de la tectonique des plaques, vous avez appris en quatrième qu'il existe à la surface de la planète entre 12 et 13 plaques. Il y en a qui en comptent 15, ils ne sont pas tous d'accord. Bref, il y a des plaques que finalement votre Terre, c'est un peu comme un puzzle ball, d'accord? Et que ces plaques, en fait, ont des mouvements relatifs les unes par rapport aux autres. Il y en a qui s'écartent plus ou moins vite, il y en a qui se rapprochent et il y en a qui coulissent les unes par rapport aux autres. Comment est née cette idée de tectonique des plaques? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos et on va commencer aujourd'hui par la théorie de la dérive des continents de Wegener. Alors il faut savoir qu'au 19e siècle, on avait une histoire de la Terre qui était vraiment très très loin de celle qu'on connaît aujourd'hui. En fait, on pensait que la Terre, vu qu'elle se refroidissait, se contractait sur elle-même, mais comme sa surface était régulière et qu'elle ne réduisait pas, et ben en fait, elle fripait, un peu comme un fruit qui sèche. Hein, vous voyez comme ça, vous connaissez ça? Pruneau séché. Bah oui, bah notre Terre, en fait, pour eux, c'était comme ça. Elle refroidissait, se contractait sur elle-même, et au final, toutes les chaînes de montagnes, c'était les plis du pruneau séché. Sur cette Terre ridée, en fait, on ne pensait qu'à des mouvements donc verticaux. Donc, les bassins océaniques, les grands océans, c'était des zones d'effondrement, hein, c'était dans le creux des plis. Et puis les chaînes de montagnes, c'était les plis. Et enfin, on pensait que les continents avaient donc une position permanente, vu qu'ils se ratatinaient sur eux-mêmes, ils ne faisaient que s'enfoncer sur eux-mêmes, se replier. Donc en fait, on creusait ici, on faisait des plis, mais c'était toujours au même endroit, c'était fixe. Mais on se ratatinait sur nous-mêmes. Alors ça, c'était dans la perspective où la Terre perdait sa chaleur. Sauf que dans les dernières années du 19e siècle, avec la découverte de la radioactivité, à ce moment-là, on a commencé à se poser des questions sur cette fameuse chaleur et sur les mouvements qui pouvaient affecter la planète. À l'époque, certains scientifiques se sont intéressés à ce qu'on appelle des boucliers, c'est-à-dire des anciennes chaînes de montagnes. Ils ont répertorié la position de ces boucliers sur les continents et ont commencé à se poser des questions en se disant, tiens, on retrouve des boucliers identiques sur les différents continents. Ça prouverait bien qu'effectivement, tout ça s'était accroché ensemble et que ça s'est effondré au milieu. Logique, hein, c'est l'explication donc du modèle fixiste où les continents sont fixes et on a des affaissements. Donc ça paraît tout à fait logique puisque les boucliers sont l'un en face de l'autre. La répartition d'une faune fossile commune de 240 millions d'années entre les différents continents observés corrobore cette théorie des continents reliés, puisqu'en fait on va retrouver effectivement des territoires qui pourraient être reliés si on avait de la terre ici. Donc on a encore cette idée que on avait ce qu'on appelle finalement des ponts continentaux, c'est-à-dire des passages de terre qui existaient entre les continents actuels mais qui se seraient effondrés. Alors voici une carte qui date de cette époque avec les continents que j'ai repassés en marron et vous aviez donc l'hypothèse des ponts continentaux. Donc en fait on avait des continents, ici le continent africano-brésilien, là on avait hop le continent australo-indo-malgache, là le continent sino-sibérien, un énorme continent nord-atlantique et un continent pacifique. Voilà comment on voyait notre Terre à une certaine époque et comment on a imaginé que, oui, on retrouve des boucliers, oui, on retrouve des terrains de fossiles communs, donc ça veut dire que c'était relié, il y avait des ponts continentaux, et comme par hasard, c'est bien pratique, ils se sont effondrés, puis ça a créé les océans. Et à cette époque, figurez-vous que le mythe de l'Atlantide, qui a été décrit par Platon 400 ans avant Jésus-Christ, a été repris par Buffon au XVIIIe siècle, et donc à notre époque, là, de cette théorie, le mythe de l'Atlantide a été repris et des publications ont été faites, et l'Atlantique, donc, proviendrait donc de l'effondrement d'un continent, et on se retrouverait donc avec des villes sous-marines, c'est le fameux mythe de l'Atlantide. Mais voilà, nous avons un astronome et climatologue, Wegener, qui est né donc en 1880, mort en 1930. Il était allemand et lui, il était très curieux. Il ne se passionnait pas seulement de climatologie. Il a justement étudié la répartition des fossiles, la forme des continents, il a étudié la position des boucliers. Pourquoi? Parce qu'en étant climatologue,
il a étudié la position des glaciers en étudiant donc les fossiles, les traces des glaciers. Et il a remarqué une coïncidence dans la position des glaciers à certaines époques. Et du coup, ça l'a interpellé, il a été farfouillé un peu plus loin. Et puis, il s'est aperçu que ça coïncidait avec des répartitions de fossiles, de formes de continents, etc. Donc, lui, il a mis l'idée d'un déplacement horizontal des continents, c'est-à-dire une dérive, un peu comme un bateau va dériver sur la mer entraîné par un courant. Pour lui, les continents, c'était des bateaux géants qui glissaient sur quelque chose de plutôt liquide. C'était donc sa théorie de la genèse des continents. Il a quand même mis plusieurs années. Il a commencé en 1912, il a fini en 1929. Il s'est bagarré avec la communauté scientifique parce que vous comprenez, à l'époque, monsieur n'était qu'un simple climatologue et on ne lui accordait pas de crédibilité dans ses paroles. Alors, les arguments de Wegener, c'était lesquels? Bon, finalement, il reprend les mêmes constatations que les autres, mais il les interprète différemment. Si on prend nos deux continents, on les rapproche. Oh regardez donc, ils s'emboîtent. On a des petits bouts qui coïncident. On a des chaînes de montagnes qui coïncident. Alors oui, mais à l'époque, on a dit oui, mais c'est pas parfait, la coïncidence, il y a des petits problèmes. Oui, parce qu'à l'époque, ils ne se sont pas posé la question s'il existait quelque chose sous l'eau. Ils ne connaissaient pas les talus continentaux. Puis ils ne se sont pas posé la question de l'érosion des côtes. Eux, ils étaient là, oui, mais c'est qu'un climatologue, il est nul, il connaît rien. Nous, on est des grands scientifiques et nous, on dit que non, c'était pas comme ça, c'était comme ça et que ça s'effondrait au milieu. Sauf que Wegener, il s'est pas laissé faire. Il a dit, mais regardez, ce qui marche pour l'Afrique marche aussi pour l'Europe du Nord. On va retrouver les mêmes chaînes de montagnes de part et d'autre. Et si on réunit les continents, là, vous reconnaissez la Norvège et la Suède, là, le Groenland, et si on les réunit et qu'on les colle, on va retrouver finalement tous nos morceaux de montagnes isolés. Si on recolle tous les continents ensemble, notre chaîne de montagne, elle est existante. Donc lui, il n'en a pas démordu, c'était collé. Et donc pour insister encore, il a collé à côté toutes les cartes des continents, il a positionné dessus les territoires des animaux fossiles et des plantes fossiles qu'il a trouvés, et tout coïncidait. Mais non, on ne le croyait pas encore. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des arguments qu'il maîtrisait. Il est climatologue. Donc, il a travaillé sur les glaciers. Il a trouvé des traces de glaciers en Afrique. Comment c'est possible vu que c'est une zone tropicale? Idem pour l'Inde et l'Australie. En plus, en étudiant les traces d'écoulement de ces glaciers, on a des écoulements qui se font vers l'intérieur des terres. Comment c'est possible? Jusqu'à présent, les rivières coulent jusqu'à la mer et pas de la mer jusqu'à l'intérieur de la terre. Et donc, il s'est dit, voilà, mais si je les remets encore collés tous ensemble, et voilà, ça coïncide. Donc là, il avait un argument climatique et il a fini par s'imposer. Donc voici les dessins qu'il a fournis à l'époque en 1912, c'est son modèle de la dérive des continents. Donc au Carbonifère supérieur, tous les continents étaient accrochés en un continent unique. À l'Éocène, c'est-à-dire au Tertiaire, ça c'est bien séparé. Et au Quaternaire actuel, ça ressemble à ça. Alors, sous forme de dessin un peu plus en couleur et plus visible. Donc on se retrouve effectivement avec une séparation des continents, comme si les continents avaient dérivé chacun de leur côté. Alors d'autres arguments ont été utilisés aussi, c'est la distribution des altitudes de la Terre. Donc globalement, vous avez ici l'altitude en axe vertical, donc 0, plus, moins. Vous avez donc la profondeur la plus importante sur la planète actuelle, c'est la fosse des Mariannes dans le Pacifique à 11 000 mètres de profondeur. Si on étudie les proportions des différentes altitudes, bon, vous voyez que entre 4 000 et 5 000 mètres d'altitude, on n'a pas beaucoup de chaînes de montagnes qui font cette taille-là. Des fosses profondes qui font 11 000 mètres de profondeur, on n'en a qu'une, d'accord? Par contre, globalement, on a environ 20% de la Terre qui est à 300 mètres d'altitude. Et on a 25% des fonds marins qui sont situés à moins 4800 mètres d'altitude. Cette courbe de fréquence à deux sommets, donc bimodale, elle est en contradiction avec l'idée d'un affaissement océanique. Si on avait eu un niveau initial, ça veut dire que majoritairement, on a un niveau initial et forcément, les effondrements sont anecdotiques. Donc, ils devraient se retrouver dans ces proportions-là. Mais principalement, on devrait avoir le même niveau sur toute la planète. On devrait donc avoir un seul pic, le plus fort pourcentage d'altitude. Si toute la planète avait la même altitude, on aurait donc un seul pourcentage d'altitude ici moyen. Et ensuite, on aurait quelques variations. Or, on a deux pics d'altitude. Ça veut dire donc qu'on a deux systèmes sur la planète. Et il y aurait donc deux niveaux différents, un niveau dit continental et un niveau dit océanique.
Et si on a des niveaux différents, c'est qu'on peut supposer qu'on a des matériaux différents. Et on a donc au début du XXe siècle l'opposition de deux explications, l'explication fixiste dans laquelle au départ on a un seul niveau moyen et on présente des effondrements, mais opposé donc à cette explication fixiste, on a l'explication mobiliste où on a donc deux niveaux, un niveau de continent et un niveau de fond océanique. Et on peut avoir fracturation du continent et dérive des morceaux, ce qui explique donc la répartition quasi équitable des altitudes maxi pour le continent et les profondeurs maxi pour les océans. Alors, si on oublie toute notre connaissance et si on essaye de se mettre à leur place à cette époque, on peut déjà, si on en a un peu dans le ciboulot, se dire que là, il y a un souci. Si effectivement, à l'origine, on a un seul continent et que ce continent s'est effondré, expliquez-moi comment quelque chose de même densité peut s'effondrer sur lui-même. En théorie, même s'ils se fracturent, ils sont de même densité, ils devraient rester au même niveau. Donc là, ici, de base, on a un problème. Et comment on n'a pas pu se rendre compte de ça? Tout simplement parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dessous. On ne savait pas ce que c'était cette couche rose à l'époque. En jaune, on appelait ça le cyan, du silicium et de l'aluminium. C'était principalement en constitution des roches finalement de la croûte continentale. Et dessous, on appelait ça le cima, silicium et magnésium. On ne savait pas trop vraiment ce que c'était en fait, comment ça se comportait. On n'avait pas toutes les technologies actuelles pour le comprendre. Donc dans l'explication mobiliste, en fait, Wegener considère donc que le sial est solide et que le cima est visqueux, qu'il est déformable sur une longue durée. Et il a dit, les continents et les sols sous-océaniques constituent deux couches distinctes de l'écorce terrestre qui se comportent comme des icebergs tabulaires et l'eau qui les baigne. Il s'est encore inspiré de ses connaissances en climatologie pour essayer d'interpréter la structure de la Terre.